J'espère que vous vous portez bien. Désolé pour ce retard. Bienvenue dans ce live. Bienvenue également à nos nouveaux abonnés, ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis Dr Ismaël Hassani. Je suis hépato-gastro-entérologue exerçant actuellement au Sénégal. Et ce soir, nous allons parler des fibromes utérins avec Dr Zaïd et Madame Aïssatou Sidibé que je vais de ce pas inviter. Dr Bédi, bonsoir. Madame Sidibé, ben, c'est bon. Parfait. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Docteur Olatoudi, Madame Sidibé, bon, je vous laisse vous présenter. Honneur aux dames, si tu permets. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Nickel. Ok. Oui, peut-être. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est parfait. C'est parfait pour moi. Oui. Je suis Aïssatou Sidibé. Je suis infirmière depuis 15 ans. Je suis coach en santé et bien-être. J'ai eu un trou de mémoire, excusez-moi. Et je suis présidente fondatrice de Vivre sans fibrome, qui existe maintenant depuis 6 ans. Je vis au Canada depuis une dizaine d'années. J'ai fait un peu la France et le Canada et je suis originaire du Sénégal aussi. Je suis de la région de Bakel. Voilà. Merci d'avoir accepté de parler de ce sujet avec nous, Madame Sidibé. Merci pour votre spontanéité. Et Dr Zaïd Olatoudi, qu'on ne présente plus, mais qui va se présenter quand même. Bon. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, Mme Sidibé. Docteur Zaïd, moi, je suis gynécologue obstétricien, on va dire ça comme ça, africain aux origines diverses, on va dire quoi, Nigeria, Bénin, Cameroun. Voilà. Et gynécologue obstétricien. En ce moment, j'exerce à Cotonou. J'exerce à Cotonou au Bénin où je suis basé. Et entre-temps, on a vécu, j'ai passé quoi, 16 ans aussi, 16 ans de ma vie quand même au Sénégal. Donc, un boy Dakar aussi, en même temps. Voilà, on est passé depuis, en tout cas, de très belles années là-bas. Et ici, j'exerce en tant que gynécologue obstétricien orienté fertilité, spécialisé en traitement de l'infertilité. Voilà, un tout petit peu en gynécologie esthétique et fonctionnelle aussi. Voilà. Très bien. Merci Zaïd, merci vraiment pour ta promptitude, malgré tes nombreuses occupations. Et désolé pour le retard des programmes de gynéco, souvent c'est comme ça. Désolé. Ouais. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Docteur Olatoudi, qu'est-ce qu'un fibrome utérin? Alors, un fibrome, pour parler simplement, c'est une boule de fibres. Donc, c'est une boule faite de fibres qui va apparaître au niveau de l'utérus. L'utérus, c'est la poche qui est censée contenir les bébés pendant la grossesse. Et la partie la plus solide de l'utérus, c'est du muscle. En fait, c'est du muscle. Donc, on va avoir certaines cellules, si vous voulez, musculaires qui vont commencer à se multiplier anarchiquement. Et ça va prendre du volume, ça va faire une boule de fibre qu'on va appeler fibrome ou myome, parce que c'est des synonymes. On va dire fibrome, myome ou léomyome. On peut trouver ce genre de synonymes un peu partout. Donc, on va dire ça, c'est une boule, si vous voulez, c'est une boule de fibre à l'intérieur du muscle de l'utérus, puisqu'on parle de fibrome utérin. D'accord. Alors, quels sont les signes, ou plutôt les circonstances de découverte des fibromes utérins? Alors, on va dire que déjà, beaucoup de femmes peuvent avoir des fibromes sans même le savoir. Beaucoup peuvent en avoir sans le savoir. Donc, ça peut se découvrir de façon fortuite comme ça au cours d'une consultation. On va pour une autre raison voir le gynéco. Et on est peut-être amené à faire une échographie et que le gynéco vous dise « Oui, mais vous avez un petit fibrome. » Bon, c'est pas méchant, c'est juste pour information. Alors, dans certains cas, le fibrome va entraîner des signes.
Ça peut être par exemple des règles qui vont être plus abondantes que la norme. Ça peut être des saignements en dehors des règles. Ça, c'est pour les fibromes qui, en général, parce qu'en fonction de leur position sur l'utérus, ils vont entraîner des signes différents. Ça, c'est surtout pour les fibromes qui ont contact avec la couche interne de l'utérus, qu'on appelle l'endomètre. Maintenant, certains fibromes qui se développent aussi vers l'extérieur de l'utérus peuvent prendre du volume et comprimer les organes autour, comme par exemple la vessie. Ça va donner des signes urinaires. C'est des femmes qui vont faire pipi plus souvent, parce que la vessie ne pourra pas se distendre et atteindre sa capacité complète. Ça peut donner des douleurs au bas-ventre simplement parce que le fibrome est volumineux et il comprime les organes à côté. Si c'est des fibromes qui sont latéraux, ça peut donner des œdèmes, par exemple un œdème d'un seul côté, parce que le fibrome, il comprime peut-être une veine qui est censée ramener du sang de la jambe vers le haut du corps. Voilà. Donc, ce sont des signes divers comme ça qu'on peut avoir. Et un fibrome aussi, en fonction de sa position, peut être responsable d'une difficulté à tomber enceinte, donc d'une infertilité. Voilà. D'accord. C'est ce que je peux dire simplement. Voilà. Ok. Alors, Madame Sidibé, alors présentez-moi un peu la fondation Vivre sans fibro, et qu'est-ce qui a motivé sa création? Je vais commencer par la motivation. Alors moi, j'ai travaillé très longtemps en cancérologie, cardiologie, qui touche à la santé sexuelle et reproductive. C'est vraiment très bien. Et la cause je suis un peu tombée sur le fibrome utérin où ça a été plutôt le contraire. C'est que moi, j'ai pratiqué pendant une vingtaine d'années de l'athlétisme, donc j'ai dépensé énormément. Et le jour où j'ai commencé à chercher mon souffle, le jour où j'ai commencé justement à saigner trop, je me suis réveillée. En fait, on entend difficilement, je ne sais pas si c'est de mon côté, Zaïd. Non, aussi, c'est un tout petit peu haché. Oui. Ok. Là, on n'entend plus rien. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Là, maintenant, là, c'est bon. Oui. Super. Je disais que je m'étais réveillée avec des douleurs au niveau du cœur et je pensais que je faisais un infarctus et en fait, c'était une anémie sévère. C'était une anémie sévère à 5,7. Donc, je pense qu'en tant que médecin, ça vous parle. En tant que femme, c'est une situation d'urgence vitale. Je pense que bon nombre de femmes meurent d'anémie sévère sans même qu'elles sachent que la cause pouvait être un fibrome utérin. Et en fait, il y avait une forme de banalisation auprès du gynécologue, mais aussi de ma part, parce que bon, ben, c'est bénin, prends une pilule et tu verras, tu arrêteras de saigner. Sauf que j'ai fait une thrombophlébite aussi. Et en tant que soignant, mettez une soignante aux urgences dans des situations critiques, bah, ça a été très difficile pour moi. Donc, ça a été transfusion sanguine, ça a été anticoagulant. Et de là, en fait, j'ai commencé justement à m'intéresser davantage dessus. Et au début, comme je le dis, moi, j'ai jamais voulu monter une association, mais il y avait tellement d'enjeux autour. Pourquoi justement une femme pouvait avoir un fibrome, c'est quoi exactement, toute la détresse et la souffrance aussi, face à une banalisation un peu comme si c'était un cheveu sur la tête. Et en fait, j'ai commencé par un blog du nom de Fibromel. Et de ce blog-là, quelques années plus tard, avec d'autres femmes, on a décidé justement de monter une association de patientes pour avoir vraiment plus d'informations, améliorer l'accessibilité aux soins, faire de l'éducation, pousser au niveau de la recherche. Et ça fait 5 ans qu'on existe. Et de plus en plus, maintenant, aujourd'hui, on parle de plus en plus de fibro, mais il y a 10 ans, on en parlait moins. Et donc, ça évolue et on en est bien contente. Alors, quelle est la mission de la fondation, de cette fondation Vivre sans fibro? Quelle est la mission d'en parler, d'inviter les femmes justement à consulter quand ça ne va pas. Il y a des enjeux vraiment très spécifiques parce que tout ce qui touche justement aux menstruations, c'est tabou. C'est quoi la normalité? Moi-même, en tant que femme, ça a été difficile pour moi d'en parler. Donc, on a vraiment ce travail-là déjà d'informer et aussi d'éduquer. On
on le dit, on commence de plus en plus à l'avouer, mais on n'est pas très bon dans le fibrome utérin. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'endométriose, mais quand on regarde justement quelques années en arrière, il y a beaucoup de lacunes qui se sont faites. D'ailleurs, moi, j'ai même réinventé un terme parce que le fibrome est une tumeur, mais quand on regarde au niveau des symptômes, là, c'est problématique. On s'interroge toujours sur est-ce que le fibrome, c'est une maladie, c'est pas une maladie. Alors, si on veut rejoindre la boucle de l'endométriose, l'adénomiose, on parlerait plutôt de fibromyose. Parce que, moi, je le dis souvent, le fibrome est une conséquence, mais lorsqu'on regarde les symptômes, alors moi, je vous dis, hein, j'ai travaillé en cancérologie, il y a des matins où j'étais incapable de me lever, tellement j'étais fatiguée. Il y a des matins où je pissais littéralement le sang. Il y avait vraiment un impact au niveau de la qualité de vie. Et ça, il faut le reconnaître davantage. Et ça prend beaucoup de moyens. Ça prend beaucoup de moyens. Et c'est pour ça qu'il y a une forme aussi de militantisme et aussi de reconnaissance. Parce que même en termes de traitement, les traitements peuvent être très agressifs et parfois, ça nécessite aussi un accompagnement. Donc, globalement, c'est vraiment d'informer, de sensibiliser, de pousser au niveau de la recherche. Alors, quand on parle de recherche médicale, oui, mais recherche au niveau sociologique aussi. De plus en plus de femmes attendent plus longtemps aussi pour avoir des enfants, donc ça a un impact aussi. Et aussi la collaboration interdisciplinaire. Alors, nous, on a vraiment une vision globale de la santé. Le fibrome utérin, c'est pas juste un problème d'utérus. Il faut vraiment prendre l'angle sur une prise en charge globale, comme toutes les maladies chroniques. Parce que oui, ça peut être une maladie, ça peut être considéré comme une maladie chronique parce que même si on enlève le fibrome, ça peut revenir. Donc, il faut vraiment prendre ça sous une forme globale et non pas juste gynécologique. Et ça, c'est un défi, quelle que soit la maladie chronique, qui nécessiterait beaucoup de communication, ce qui n'est pas spécialement le cas aujourd'hui. Tout à fait. Et merci, Madame Sidibé. Je rappelle que la Fondation Vivre sans Fibrome est la première association québécoise qui sensibilise, informe et accompagne les femmes qui souffrent de fibrome utérin. Docteur Zaïd, comment poser le diagnostic de fibrome? Alors, comment poser le diagnostic? Donc déjà, comme je disais tout à l'heure, ça peut se faire de façon fortuite. Souvent, dans les cas, quand les fibromes ne sont pas très volumineux, on va en retrouver par hasard quand il n'y a pas de symptômes au cours d'une échographie, peut-être pour une autre raison. Et dans certains cas, il faut savoir, bon, je vais pas anticiper cette question-là, ou sur les causes, mais en fait, dans certains cas, on peut avoir des voluminofibromes où la patiente doit venir consulter parce qu'elle a une augmentation du ventre, du volume au niveau du bas-ventre. Bon, en Afrique, on est assez habitué, en fait, au fibrome. Donc, deux fois à l'examen clinique, on a une masse à travers le ventre. Avec un toucher vaginal combiné, on arrive à savoir que cette masse dépend de l'utérus. Donc, on n'a pas de certitude, mais on a des très bons arguments, même cliniques déjà, quand il s'agit de fibromes vraiment volumineux. Donc, sur le plan clinique, sinon, le premier examen qui va être utilisé, ça va être l'échographie qui va souvent pouvoir faire le diagnostic. À part certains cas où ça peut être un peu difficile avec certains types d'adénomiose, où le diagnostic à l'échographie peut être un tout petit peu difficile en fait. Donc l'échographie, le plus souvent, on peut utiliser des échographies spéciales, des échographies de contraste, par exemple pour les fibromes qui font saillie à l'intérieur de la cavité utérine pour pouvoir les caractériser. Parce que pour pouvoir mieux les prendre en charge, il va falloir les caractériser en fait. Donc pour pouvoir les caractériser, on peut s'aider des échographies de contraste ou carrément de l'hystéroscopie, c'est-à-dire qu'on va aller mettre une petite caméra par le bas pour explorer par exemple une patiente qui vient pour des saignements anormaux et chez qui même à l'échographie, des fois on n'arrive pas à voir, il faudra mettre une petite caméra en dessous, un hystéroscope, pour se rendre compte qu'il y a un tout petit fibrome minime mais qu'il a fait pratiquement pisser, pour dire le terme, presque à mort, parce qu'il y en a vraiment qui baignent carrément dans une mare de sang, quoi, en fait. Et c'est pas fonction
C'est pas toujours fonction de la taille du fibrome. À côté de ça, pour le diagnostic, l'IRM peut jouer un rôle, mais l'IRM souvent ne va pas faire le diagnostic. L'IRM va aider pour cartographier les fibromes, en fait, souvent dans le cadre de la prise en charge, en général. Donc, le maître mot, je dirais échographie. Échographie, et après de l'endoscopie pour les fibromes intracavitaires. Ouais. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, côté justement de la femme, hein, son rôle et quand elle est éduquée, qu'est-ce qu'elle peut faire. De plus en plus, on en parle. Tu sais, on fait souvent de la prévention sur toucher vos seins pour savoir s'il n'y a pas une tumeur un peu anormale. Ça devrait être un peu d'automatique aussi par rapport à la palpation du ventre aussi, sachant qu'en termes de prévalence, on parle parfois même de 70 à 80%. Donc, c'est quand même beaucoup. Et surtout, même à l'interrogatoire, quand on sait que dans sa famille, on est à risque, on va être un peu plus vigilante aussi là-dessus. Donc, avant même d'avoir accès à l'échographie, il y a des choses qui, avec la connaissance, nous permettent justement de je prends des guillemets, hein, de s'auto-diagnostiquer, parce que ça nous permettrait justement d'accélérer le processus pour améliorer la prise en charge. Et ça serait vraiment intéressant. Et en plus, on peut aller au-delà de ça par rapport au saignement, quand les saignements deviennent justement trop abondants, un peu au niveau de l'hémoglobine nous permettrait d'emblée de savoir que là, il y a vraiment des saignements utérins. Donc, pour les endroits où on a peu de ressources, des plateaux techniques, ça permettrait justement d'améliorer le diagnostic assez rapidement. Donc, si on retient diagnostic, plus échographie, plus, et éventuellement aller à l'hystéroscopie. C'est bien ça. Alors, il y a une question qui revient. Oui. Pardon? Dans certains types de fibromes. Oui. Dans certains types de fibromes. Si tu permets, je voudrais juste, par rapport à la remarque de Mme Sidibé tout à l'heure, je suis plutôt partisan de couper la poire en deux. Pas d'aller directement à l'autodiagnostic. Pourquoi? Parce que quand les fibromes ne sont pas volumineux, ils ne seront pas palpables en fait. Donc, il y a beaucoup de femmes qui vont avoir des utérus avec peut-être un fibrome antérieur, postérieur, qui n'est pas palpable en sus abdominal, qui ne pourront pas faire leur diagnostic. Donc, moi, j'aurais dit, il faut informer, d'accord, mais j'aurais dit, toutefois qu'on a l'impression qu'on a une pesanteur au bas-ventre, ou qu'on a l'impression que le ventre prend du volume avec une masse, il faut consulter systématiquement. Je pense que ça, déjà, ça aiderait beaucoup, en fait. Parce qu'il y en a qui vont avoir des pesanteurs qui n'auront pas de masse palpable. Et effectivement, si elles ont l'information qu'en cas de lourdeur, de pesanteur dans le bas-ventre, je consulte, ça peut permettre de pouvoir en diagnostiquer beaucoup plus, en fait. Voilà. Donc, je coupe la poire en deux. Bon argument. C'est intéressant. Voilà. Alors, il y a une question qui revient. Quelle est la cause? Quelles sont les causes ou facteurs de risque des fibromes utérins? Ça fait relativement. Alors, ça, c'est une question délicate parce qu'on ne sait toujours pas vraiment, il n'y a pas vraiment de cause. Il n'y a pas de cause directe connue, en tout cas pour le moment. J'espère que ça va se clarifier dans les prochaines années, mais plutôt des facteurs de risque. C'est quoi un facteur de risque? C'est juste que ce qu'on va appeler un facteur de risque, c'est que les études vont montrer que quand on prend tel groupe de femmes, on se rend compte que dans ce groupe, il y a un peu plus de fibromes dans ce groupe-là que par rapport aux autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une liaison directe entre le facteur de risque et les fibromes. Donc, on sait aujourd'hui que déjà, il y a la race noire. Les femmes noires ont beaucoup plus de fibromes que les leucodermes, en général, en fait. Et même en termes de taille, les femmes ont tendance à avoir des fibromes beaucoup plus volumineux en nombre beaucoup plus important. Donc, la race, déjà, est un facteur de risque. Maintenant, après, on sait que dans les femmes qui ont ce qu'on appelle des hyperostrogénies, c'est-à-dire qui ont des taux d'ostrogène naturellement élevés, on va retrouver beaucoup plus de fibromes chez ces femmes-là. C'est essentiellement, comme Mme Sidibé disait tout à l'heure, des femmes qui ont des premières grossesses tardives ou des femmes qui n'ont pratiquement pas eu de grossesse, les pubertés précoces, les ménopauses tardives. Donc, tous ces facteurs sont des facteurs qu'on retrouve chez les femmes qui ont des taux d'ostrogène élevés.
Donc, le fibrome, c'est une tumeur bénigne, mais qui est hormonodépendante. Donc, plus on va avoir des oestrogènes, plus on va en avoir et plus ils auront tendance à grossir, en fait. À côté de ça, on sait qu'il y a aussi des facteurs familiaux. Il y a certaines familles où on va retrouver plus de fibromes que dans d'autres, où on ne sait pas, comme dans certaines familles, il y a plus de fibromes que chez d'autres. Donc, il y a des facteurs familiaux. Et il y a aussi, on en parle de plus en plus, même si on fait la sourde oreille. En tout cas, je sais qu'il y a quelques vidéos que moi j'avais postées sur mes pages qui avaient un peu fait le buzz. Les facteurs environnementaux aujourd'hui, essentiellement les perturbateurs endocriniens, qu'on va retrouver dans ce qu'on mange, qu'on va retrouver dans les produits qu'on utilise souvent pour les soins au niveau des cheveux aussi. Donc, tous ces perturbateurs endocriniens aujourd'hui vont perturber le système hormonal. Et il y a un lien. Certaines études depuis 1992, par exemple, avaient fait le lien entre, en tout cas, aux États-Unis, ils s'étaient rendus compte que sur 10 femmes qui se défrisaient les cheveux, plus de 3 fois, je pense, ou 4 fois l'année, 7 avaient des fibromes. Donc, et c'est comme par cette étude qu'ils avaient mis en cause certains perturbateurs endocriniens comme les phtalates, qu'on retrouve beaucoup dans les produits défrisants, et aujourd'hui, qui sont encore incriminés dans tous les cancers hormonodépendants, en fait. Donc, ce n'est pas encore très clair, mais ce qui est sûr, c'est que les perturbateurs endocriniens jouent un rôle aussi dans la genèse de ces fibromes-là. Voilà. Et je vais rebondir sur ce que vous dites. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, lorsque je parlais justement des perturbateurs endocriniens, au sein même de ma famille, on me riait au nez. Si on prend justement la vision globale de la santé, ça prend aussi en compte justement les facteurs émotionnels, les facteurs physiques, les facteurs sociaux. Et ça, c'est important pour comprendre un peu d'où est-ce qu'on part. Alors, pour moi, le fibrome, ce n'est pas une cause, pour moi, le fibrome, c'est une conséquence. Lorsqu'on questionne justement les femmes, à quel moment justement les symptômes se sont déclarés, il y a toujours un élément déclencheur. Donc là, je précise, hein, je vois vraiment la prise en charge globale au-delà même de la gynécologie. Est-ce que ça nous permettra de faire des liens pour justement mieux agir et mieux prendre en charge pour accompagner les femmes? Demain, si vous, en tant que gynécologue, vous parlez justement du déprisant, peut-être que la femme aura un peu du mal à comprendre le lien. Mais si cette femme-là est prise en charge par plusieurs professionnels qui sont habilités justement à transmettre la bonne information parce qu'ils ont les compétences et les outils et les connaissances, ben là, la personne, elle pourra mieux faire des choix justes et éclairés. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir justement avoir une vision d'ensemble parce que ça nous permettrait peut-être d'avoir des éléments de réponse à nos questions, tout simplement. Mais ça, on a encore du mal parce que c'est tout un changement de mentalité aussi. Et aussi, c'est un changement au niveau médical aussi. Hein. On a tendance justement à prendre en charge certains organes, mais on oublie la vision globale, en fait. Tout à fait. Alors, pour récapituler, résumer à ceux qui demandent les causes, ou plutôt, je dirais plutôt les facteurs de risque des fibromes, il y a la race noire, il y a les facteurs hormonaux, donc première grossesse tardive, puberté précoce et ménopause tardive, c'est bien ça. Et il y a les facteurs familiaux. Le facteur héréditaire aussi. Oui, facteur héréditaire, oui, et les facteurs environnementaux, notamment les perturbateurs endocriniens. Alors, Madame Sidibé, alors, vous allez nous livrer votre témoignage, votre vécu en tant que patiente et du diagnostic à la prise en charge. Donc, comme je vous l'avais dit un peu, c'est vraiment suite à une thrombophilie. Donc, au niveau de la jambe, à la pilule contraceptive, donc la pilule pour diminuer mes saignements, que là, j'ai réagi en me disant que c'était pas normal. Mon côté militantisme, du fait que quand j'ai appris aussi que les femmes noires étaient un peu plus touchées, a fait en sorte que je me suis dit, bah, tiens, ça serait intéressant justement de s'intéresser de plus en plus, parce que c'est important d'égalité et d'accessibilité justement à la formation aux soins. Mon regard, c'est qu'on devrait davantage justement collaborer ensemble, et les femmes en ressentent le besoin.
parfois, c'est pas un gynécologue que la patiente aura besoin. Peut-être parfois, c'est un psychologue. Il y a des choses qui font en sorte que cette femme va être mal, même au sein d'un cabinet médical. Et c'est important, justement, d'avoir cette vision à 360 degrés. Moi, mon expérience, maintenant que je n'ai plus de fibromes, en fait, c'est faux parce que mes fibromes sont revenus. On sait qu'en termes de statistiques, les fibromes peuvent revenir dans 20 à 25% des cas. Donc, mon expérience à moi fait en sorte qu'aujourd'hui, je me dis que je ne suis plus la même personne parce que j'ai les connaissances et l'information qui fait en sorte que je peux faire des changements. Et ces changements-là vont passer par l'alimentation, passer par... On a du mal à t'entendre. Hein, ouais. Ça coupe. Ça doit être la distance, je pense. Oui. Oui, est-ce que c'est un peu mieux? Moyen. Oui. Oui, là, c'est bon. Parfait. Alors, je sais que justement, je ne suis plus la même personne qu'il y a 10 ans, avec justement toute l'information que je peux avoir. Et c'est important que les femmes, justement, s'informent parce qu'aux États-Unis, sur le terrain, ils sont traités. Aux États-Unis, on parle de vitamine D. Aux États-Unis, on parle de l'activité physique, on parle des perturbateurs endocriniens. Ils sont bons. Donc, la femme, peut-être dans le francophone, mais elle on a vraiment du mal à t'entendre. Je vais juste... Je ne sais pas, Zaïd, est-ce que tu... Non, c'est pareil, c'est un peu haché. C'est un peu haché. Est-ce que c'est mieux? Je pense que le Canada est loin de l'Afrique. Est-ce que c'est mieux? Bah, d'habitude, oui, c'est un peu mieux. Ouais. Mais parce que je pense qu'il a plu, c'est pour ça. Je taquine, il n'y a pas de souci. Là, c'est compliqué, là. On est trop loin et je veux développer. Là, c'est mieux, là. Là, c'est mieux. Oui. Donc, je disais que mon expérience fait en sorte que l'information que je n'ai pas eue il y a 10 ans, aujourd'hui, je l'ai. Donc, même si mes fibromes sont revenus, j'ai moins de symptômes et je sais que, et clairement, moi, je l'ai vu, hein, que mes changements que j'ai apportés dans ma vie m'ont aidé. L'acupuncture a permis d'allonger mon cycle. L'ostéopathie, ça m'a permis d'avoir moins de douleurs au niveau de ma jambe. Je suis allée voir une psychologue aussi. Juste après, moi, ma chirurgie, je m'étais dit, je ne garderai plus rien à l'intérieur de moi parce que je pense que la cause émotionnelle peut jouer. En tout cas, ça, c'est de mon expérience. Donc, c'est aussi des changements que j'ai apportés. Et là, bientôt à 40 ans, j'étais en meilleure santé qu'à mes 30 ans. Vous voyez? Et ça, c'est possible. Alors, Zaïd, moi, je trouve que le témoignage, je le trouve intéressant. Et c'est surtout la fin que je retiens. À 40 ans, je me sens en meilleure santé que quand j'en avais 30. Ça veut simplement dire aussi que ce n'est pas une fatalité lorsque c'est pris en charge, pas seulement médicalement, chirurgicalement au bloc, mais de façon globale, comme dit Aïssatou, le psychologue, essayer aussi les autres médecines alternatives qui font leurs preuves, hein, comme l'acupuncture, tout ce qui touche au champ énergétique de l'organisme et tout ça. On peut se porter mieux si on s'y met vraiment et qu'on prend en charge les choses de façon globale. Donc, je pense que c'est ce que je retiens un peu et ce que moi, en tant que gynéco, je gagne de son expérience, en fait. La prise en charge globale. Et ce n'est pas une fatalité. Voilà. Tout à fait. Et tu nous diras, Zaïd, quelle est la conduite à tenir devant les fibromes quand tu reçois une femme chez qui tu poses le diagnostic de fibrome utérin. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, ce qu'on va faire en général quand il y a un fibrome, c'est de pouvoir déterminer la gêne fonctionnelle. C'est déjà d'informer en dédramatisant. S'il n'y a pas de drame, bien sûr, hein, c'est d'informer en dédramatisant, parce que beaucoup de femmes ont des fibromes asymptomatiques. Elles ont des fibromes qui ne vont même pas poser de problème en réalité. Et aujourd'hui, ça va un peu à l'encontre de ce qu'Aïssatou disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, ici en Afrique, comme on en parle beaucoup, et on en parle beaucoup, et même la dame qui est au village sait ce que c'est qu'un fibrome a priori maintenant, dès que vous dites fibrome, au contraire, ça crée une psychose. Même quand c'est un petit fibrome d'1 centimètre qui n'est pas forcément mal placé, qui gêne absolument rien,
et certains gynécos ont même du mal à informer parce qu'ils se disent que ça va créer plus une psychose qu'autre chose. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut toujours informer, mais en dédramatisant. Maintenant, les fibromes, on va traiter que les fibromes qui posent problème. On va s'occuper que des fibromes qui posent problème. S'il n'y a pas de gène fonctionnel, on va informer pour que ça puisse être suivi dans la durée parce qu'ils peuvent avoir tendance à prendre du volume. Maintenant, s'il y a une gène fonctionnelle, par exemple pour les saignements, ils vont devoir être pris en charge. Et là, ça dépend vraiment de la position du fibrome, de la taille. Voilà. Les techniques chirurgicales sont toujours les plus employées aujourd'hui, c'est vrai. Pardon. Que ce soit un abord par voie haute, si c'est des fibromes volumineux et qu'il n'y a pas d'autre choix, ou un abord, par exemple, pour les fibromes qui touchent l'intérieur de la cavité avec l'hystéroscopie. On peut aussi faire des résections. C'est beaucoup moins, comment dire ça, c'est beaucoup moins périlleux, je vais dire, que la voie haute. Il y a des techniques alternatives aujourd'hui qui permettent de prendre en charge des fibromes qui ne sont pas toujours disponibles dans tous les pays, en tout cas ici en Afrique subsaharienne. L'embolisation artérielle, c'est possible. Je sais que dans certaines capitales, c'est possible, mais il faut savoir que c'est une technique qui va être utilisée que chez les femmes qui ne sont plus en désir de maternité. Et plus récemment, il y a ce qu'on appelle les ultrasons focalisés, HIFU, High Intensity Focus Ultrasound. C'est une technique un peu comme l'échographie, c'est des ultrasons, comme le nom l'indique, mais de très forte intensité, qu'on va concentrer en fait sur les fibromes et qui vont permettre, en fait, si vous voulez, de griller un peu les vaisseaux qui alimentent les fibromes et ils vont diminuer de volume. Voilà, donc c'est une technique très récente qui en tout cas est prometteuse, qui existe déjà dans un certain nombre de pays. En Afrique subsaharienne, en tout cas, il y a une unité à Lagos pas loin de chez nous, ici à Cotonou. Donc, c'est pratiquement les options thérapeutiques qu'on va avoir. Il y a juste une petite astérix pour ceux de l'Afrique subsaharienne aussi qui suivent le live, c'est qu'il faut comprendre qu'en fait, aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de médicaments connus, et quand je dis médicaments modernes ou traditionnels, parce que nous, on est très friands de ça, de la pharmacopée, c'est pas qu'on est, je suis pas tout babophile forcément, c'est le scientifique qui parle de façon large. Il n'y a pas de produit de tisane ou de médicaments connus aujourd'hui qui fassent fondre ou disparaître un fibrome. Donc ça, il faut que c'est une information qui est importante que les gens doivent savoir parce qu'il y a beaucoup de choses qui pélulent sur Internet, surtout qu'on est tous tendance afrocentristes ces temps-ci. Oui, en Afrique, on avait ceci, on avait cela. C'est vrai qu'on a des choses, mais il faut que ces choses fassent leur preuve. Pour le moment, il n'y a pas de preuve. Et c'est un message qui est important, en fait, que les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dépensent de l'argent inutilement, qui prennent même des avions pour venir ici au Bénin en pensant que même le vaudou va faire disparaître leur fibrome. Voilà. En termes, je vais rebondir sur ce que le docteur. Oui, effectivement. Est-ce qu'on m'entend? Bien sûr. Oui. Parfait. Je voulais demander quelque chose à Zaïd, si tu permets, Aïssatou. Oui. Alors, chez ces femmes qui sont réticentes par rapport à la chirurgie, alors comment tu fais? Lorsqu'elles sont réticentes, on va essayer de les convaincre. Et il faut qu'elles essayent de se projeter. C'est surtout par rapport à la gène fonctionnelle. Parce que ce qui se passe souvent, c'est quoi? Elles sont réticentes lorsque la gène fonctionnelle n'est pas encore maximale. Lorsque la gène fonctionnelle n'est pas encore maximale. OK. Tu vois, là, on est en train de faire notre live. Pendant qu'on fait le live, je viens de me rendre compte que je dois rappeler une patiente qui m'a appelé 2 fois aujourd'hui parce que je devais lui faire un retour. C'est quelqu'un qui a gardé un fibrome depuis pratiquement 7, 8, 9 ans. Aujourd'hui, qui a une hauteur utérine à 34. C'est comme si elle était enceinte de 9 mois. Avec un fibrome à l'intérieur. 39 ans, mais toujours en désir de maternité. La majorité lui a dit, on va te faire une hystérectomie, on va enlever l'utérus. J'ai dit, on peut toujours essayer. Il y a toujours une alternative. On peut essayer. Ça peut se faire, mais seulement en dernier recours. Donc, quand tu prends ce cas, aujourd'hui, c'est elle qui m'appelle 2, 3 fois et je dois la rappeler parce que j'étais un peu pris toute la journée. Parce que
elle est pressée qu'on le fasse, alors qu'on a un taux d'hémoglobine qui n'est pas encore satisfaisant. Donc, quand elles sont réticentes, le problème, c'est qu'elles sont réticentes au début. Mais lorsque la gêne fonctionnelle va devenir vraiment handicapante, à ce moment, elles vont revenir. Donc, ce que moi, je fais, j'essaye de leur faire un jeu de projection en leur disant ce qu'on fuit, vu qu'on n'a pas d'autres alternatives actuellement ici, ce qu'on fuit aujourd'hui, ça va être plus difficile à régler, en fait, plus tard et plus dangereux pour la santé, en fait. Donc, en essayant de convaincre, sans trop mettre la pression, certaines arrivent à comprendre. Certaines arrivent à comprendre. Maintenant, après, ça dépend aussi du caractère, du psychisme de chacun, des caractères sociaux, en fait, des groupes ethniques et tout ça. Voilà. Mais on est obligé de les tchatcher, en fait. Ouais. J'aime beaucoup ce que vous dites par rapport au jeu de projection. C'est tellement important. Il y a vraiment cette notion aussi de confiance avec le professionnel et vice-versa. Et aussi, aussi comprendre le why. Pourquoi, justement, elle a cette réticence au niveau de la chirurgie. Est-ce que c'est parce qu'elle a peur de l'anesthésie générale? Est-ce qu'elle a peur de la douleur? Donc là, il y a vraiment une responsabilité aussi de réassurance à faire. Et c'est clair qu'à un moment donné, cette personne-là n'aura pas le choix, justement, de se faire opérer. Et parfois, ça peut même être l'hystérectomie. Donc ça, c'est un point intéressant de faire ce jeu de projection, et même au niveau des risques, parce que c'est ça qui va faire en sorte que la patiente va prendre une décision ou pas. Et l'autre chose, je voulais revenir par rapport justement aux preuves et aux études. Et là, je regarde la vision globale de la santé des femmes. Même sur la santé des femmes, il y a très peu d'études. Donc, sur le fibrome utérin, il faut aussi prendre cette responsabilité à un moment donné, aussi bien au niveau des associations de patients ou du ministère, mais de faire une étude globale pour justement avoir des données et des statistiques. Et ça, c'est important parce que la parole des femmes aussi compte. Et à un moment donné, il faut bien justement en faire quelque chose. Parce que si ça a fonctionné pour une personne, ben oui, il faut à un moment donné aussi avoir transformé cette donnée-là en statistique. Mais il faut qu'il y ait un intérêt. Et d'où ça part, on ne le sait pas, mais c'est sûr qu'il faut que ça vienne. Et là où une association de patients peut être intéressante, c'est justement de militer pour que quelqu'un puisse faire une étude assez globale. C'était une chercheuse au Cameroun qui avait fait une étude justement sur la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Et à l'issue de ça, justement, le projet est toujours en cours, au moins avoir des données intéressantes. Mais faire juste des suppositions, c'est sûr qu'à un moment donné, ce n'est pas suffisant. Bien sûr. Alors, Aïssatou, tu me diras quelles sont les réalisations de la Fondation en 2023? Quelles ont été les réalisations de la Fondation? Déjà, la création d'une association comme celle-ci, ça a été difficile et ça l'est encore aujourd'hui, 5 ans après. On parle beaucoup d'endométriose, on parle beaucoup justement d'autres pathologies, mais le fibrome, encore une fois, on ne sait pas si c'est une maladie, on ne sait pas si c'est une condition. Il y a une forme aussi de banalisation, non pas des symptômes, mais de cette maladie que j'appelle là, que j'ai rebaptisée en fibromyose. Déjà, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est vraiment toutes les actions éducatives qu'on a mis en place avec les professionnels de la santé ici, que ce soit des gynécologues, des chercheurs, des ostéopathes, des acupuncteurs, des physiothérapeutes, des phytothérapeutes, des psychologues, des nutritionnistes aussi, pour justement mieux accompagner les femmes. Et enfin, le site internet aussi qui est disponible sur nos réseaux sociaux, qui permet toujours d'informer et aussi aller au-delà de l'information à travers l'éducation. Donc, c'est principalement ça. Merci pour ton engagement qui porte du fruit parce que tu as eu plusieurs distinctions dont le prix de citoyenne socialement engagée. C'est bien ça? Voilà. Oui. En 2019. Alors, Dr. Zaïd, parlons maintenant de l'influence fibrome-grossesse. Alors, les gens se demandent, est-ce que la présence de fibrome a un risque pour un bébé? Est-ce qu'on peut se faire opérer en étant enceinte? Enfin, se faire opérer de fibrome en étant enceinte? Voilà, quelle est l'influence des fibromes sur la grossesse? Ok.
Déjà, je vais commencer en parlant de l'influence des fibromes sur la possibilité d'avoir une grossesse. Fertilité oblige. Ce qu'il faut retenir simplement, ce n'est pas forcément parce qu'on a un fibrome que ça veut dire que c'est à cause de ce fibrome qu'on n'arrive pas à tomber enceinte. Donc, tous les fibromes n'empêchent pas de tomber enceinte. C'est essentiellement les fibromes qui vont avoir de l'impact sur la couche interne de l'utérus, la zone où l'embryon va nider, qui vont gêner. D'où l'intérêt, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir bien cartographier en fait les fibromes. Maintenant, pendant la grossesse, en général au premier trimestre, tout dépend vraiment aussi de la taille et de la position des fibromes. Par exemple, tous les fibromes, comme j'ai cité tout à l'heure, qui ont de l'impact sur l'intérieur de la cavité utérine, peuvent empêcher de tomber enceinte. Mais quelquefois, souvent, des embryons vont réussir à s'implanter. Mais ces fibromes-là peuvent être cause de fausses couches parce qu'ils vont occuper l'espace et empêcher cet embryon de se développer. Donc, ils vont souvent être responsables de fausses couches, surtout ceux qui ont de l'impact sur l'intérieur de la cavité. Au cours de la grossesse, les fibromes peuvent entraîner des douleurs. Déjà, il faut savoir qu'ils vont prendre du volume. Pourquoi? On disait tout à l'heure que c'était des tumeurs qui étaient oestrogénodépendantes, hormonodépendantes. Pendant la grossesse, les taux d'hormones augmentent de façon exponentielle. Donc, du coup, les fibromes vont prendre du volume et il y a un phénomène qu'on appelle la nécrobiose. Qu'est-ce que c'est? Il faut savoir qu'un fibrome, c'est une boule, n'est-ce pas? Elle est alimentée par des vaisseaux sanguins. Mais en général, les fibromes sont vascularisés, c'est-à-dire que le sang, ils sont bien... Je cherche les mots en français facile, en fait, parce que je sais qu'il n'y a pas que des médecins de l'autre côté. Les fibromes vont être irrigués d'une meilleure façon en périphérie. Et le centre des fibromes, en général, ne va pas avoir suffisamment de sang. Donc, ce qui va se passer, c'est que, vu qu'une grande partie de la circulation sanguine est orientée vers le bébé, le centre des fibromes va s'assécher et les cellules vont mourir. C'est ce qu'on appelle une nécrobiose. Et ça va entraîner des douleurs pendant la grossesse. Et c'est souvent des douleurs électives. C'est des patients qui vont avoir des crises douloureuses pendant 2-3 jours, qui vont vous dire, j'ai pas de contraction, mais j'ai mal à cet endroit précis. Vous posez votre sonde d'échographie, vous voyez que ça tombe exactement sur un fibrome. Voilà. Donc, ça peut être gênant. C'est des crises qui vont aller et venir. Au dernier trimestre, les fibromes, en fonction de leur position, peuvent gêner. Lorsque le fibrome est volumineux et qu'il est bas situé, il peut se retrouver sur la trajectoire de sortie de l'enfant. C'est ce qu'on appelle un fibrome prévia qui est bas inséré. Et ça peut obliger à un accouchement par césarienne ou entraîner des difficultés à accoucher par voie basse. On peut avoir des fibromes et accoucher par voie basse. Ce n'est pas parce qu'on a des fibromes qu'on doit forcément vous opérer, que vous devez forcément accoucher par césarienne. Seulement, quand on a des fibromes qu'on accouche, autant par voie basse que par césarienne, il y a des petits risques de saignement, d'hémorragie du postpartum, d'hémorragie juste après l'accouchement. Mais lorsque c'est bien anticipé, bien pris en charge, en général, ça se passe bien. En général, ça se passe bien. Il y a un dernier élément qui m'échappe, mais qui va me venir tout de suite. C'est la question suivante. Est-ce que lorsqu'on fait une césarienne, justement, on peut profiter pour enlever les fibromes? C'est une question qui revient souvent. On va dire de façon générale non, parce que déjà enlever un fibrome en dehors de la grossesse, c'est une intervention qui fait saigner. Hein, ça saigne beaucoup. Alors que l'utérus d'une femme en fin de grossesse est hypervascularisé, c'est-à-dire que les vaisseaux ont doublé, triplé de diamètre. Donc, vous avez un flux de sang qui est beaucoup plus important. Donc, si vous amusez à enlever des fibromes à ce moment-là, vous pourrez créer une hémorragie et dans le cas où vous n'arrivez pas à la contrôler, vous pouvez perdre une patiente sur la table parce que vous avez voulu jouer au héros. Maintenant, il y a quelques, je ne veux pas dire, ce n'est pas des téméraires, quelques astuces, on va dire quelques astuces, notamment j'ai un médecin indien que je suis, que j'admire beaucoup. Il peut arriver que certaines, par exemple, ligatures, si vous voulez, les vaisseaux justement qui irriguent l'utérus, pendant une césarienne, le temps d'une césarienne, le temps d'enlever les fibromes, de faire leur hémostase avant de libérer. Donc, c'est possible, mais je dirais que ce n'est pas ce qu'on doit retenir. Certains chirurgiens expérimentés peuvent prendre ce risque-là, mais comme je disais tout à l'heure,
faut pas jouer héros et créer plus de problèmes qu'il y en a, en fait. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir pour le grand public, c'est qu'en général, quand on fait une césarienne, s'il y a des fibromes, on va les laisser en place et revenir s'en occuper après. Voilà. Alors, une question. Est-ce qu'un fibrome peut évoluer en cancer? Bon, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des médecins les dégénérescences sarcomateuses. C'est décrit dans la littérature, mais c'est extrêmement rare. Certains estiment même en fait que ça n'existe pas. Donc le débat est toujours sur la table. Certains estiment que la transformation du fibrome en cancer n'existe pas vraiment, que ce serait une autre entité. Je pense qu'on peut retenir de façon prudente, vaut mieux pécher par excès, que c'est possible, mais que c'est extrêmement rare. Si vous demandez à 10 gynécos s'ils ont vu, c'est difficile d'en trouver un qui en a rencontré, même s'il a une carrière de 30 ans. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des activités sportives à éviter en cas de fibrome? Ça, oui. Question délicate, je ne dirais pas qu'il y a des activités sportives à éviter. Comme je disais tout à l'heure, tout dépend de la gêne fonctionnelle. Si la personne qui a des fibromes saigne abondamment tous les mois, qu'elle a une anémie à 5-6 grammes, ce qui est sûr, elle va avoir un cœur qui bat la chamade. Elle ne pourra pas aller faire un marathon, elle n'en aura pas les capacités. Donc, ce que je dirais, je laisserai la réponse de la question au médecin traitant de la patiente, qui devrait plutôt l'orienter et lui dire quel type d'activité physique elle devrait avoir en fonction de ça. Mais ce que cette patiente devrait plutôt retenir, c'est que ce n'est pas une fatalité. Si réellement, non, on peut faire du sport, il n'y a pas de contre-indication, mais s'il y a une gêne fonctionnelle réelle et importante, il ne faut pas fuir, il faut se faire prendre en charge. Parce que derrière cette question, je vois quelqu'un qui fuit sa prise en charge, en fait. Voilà, donc ce n'est pas une fatalité. Vous avez l'exemple d'Aïssatou qui aujourd'hui, après 10 ans, se porte mieux, malgré que les fibromes soient revenus. Voilà. Donc, il faut pouvoir lever ces freins-là, comme disait Aïssatou tout à l'heure, lever ces freins-là. Il y a un autre frein très important qui m'est venu tout à l'heure pendant qu'Aïssatou parlait, c'est que le rapport aussi des fibromes à la fertilité, beaucoup se disent, si on m'enlève les fibromes, après, je ne pourrai plus avoir d'enfants. Parce qu'effectivement, certaines femmes dans le passé avaient des grosses difficultés parce qu'avant, quand on ne cartographiait pas bien les fibromes, en enlevant les fibromes, il y a des chances d'avoir des synéchies qui, elles, peuvent demain entraîner une infertilité. Donc, quand on a certains types de fibromes qui sont sous-muqueux, c'est-à-dire qui ont de l'impact sur la cavité et qui ont un certain volume, même quand on les enlève, en général, la myomectomie ne suffit pas. Il faut revenir avec un endoscope après, faire une hystéroscopie 6 semaines après, vérifier qu'on n'a pas laissé des dégâts. S'il y a des synéchies en formation, c'est facile à enlever. Là, on sait qu'on a vraiment terminé le travail en ne laissant pas des dégâts collatéraux. Voilà. Donc, c'est aussi un frein qu'il faut lever. Voilà. J'aime beaucoup votre réponse par rapport à l'activité physique, justement avec le lien avec le médecin de famille. Mais il faut aller au-delà de ça. Si une femme n'a pas de médecin de famille, il faut toujours revenir à la base de s'écouter soi-même aussi. S'écouter parce que ça nous permet justement d'adapter aussi nos pratiques. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de yoga thérapie. Alors là, vous parlez à une femme qui s'entraînait 14 km par semaine, qui est passée justement, qui a adapté sa pratique pour faire quelque chose qui était plus en adéquation avec ma santé. Et ça, c'est important justement de faire des évaluations et de se connaître et aussi justement d'écouter son corps. C'est la base. Et parce qu'une activité physique, c'est toujours bon, mais lorsqu'on n'est pas dans la capacité parce qu'on a une anémie sévère, ben on peut se tourner vers quelque chose de plus doux. Même la marche est une activité physique. Donc ça, c'est important aussi de le préciser. Le plus important, en fait, c'est d'avoir justement cette chronicité qui va nous permettre de bouger tout simplement. Tout à fait. Alors, une dernière question pour Zaïd. Est-ce que nous, enfin une femme qui demande, est-ce que nous sommes exposés à tout âge? Est-ce qu'on est exposé à tout âge? Ce qui est sûr, après la ménopause, on n'est plus exposé. C'est ce qui est certain.
parce que, comme on disait, les fibromes, c'est hormonodépendant. Après la ménopause, il y a beaucoup moins d'hormones qui circulent dans l'organisme. Donc, en général, les fibromes, soit ils vont garder leur volume, soit ils vont s'atrophier après la ménopause. Maintenant, je ne peux pas dire que oui, je peux pas dire, tant qu'on est en activité génitale, ce n'est pas impossible, surtout si on est de race noire, qu'on vous dit du jour au lendemain, vous avez un petit fibrome quelque part. Non. Et il n'y a pas d'âge le seul âge où je dirais où on peut baisser la garde, c'est après la ménopause. Effectivement. Et même après la ménopause, entre griffes, parce qu'il y a des femmes qui ont des fibromes qui ne sont pas vraiment symptomatiques ou qui étaient symptomatiques et qui, juste avec la ménopause, ne vont plus avoir de symptômes, mais quelques-unes vont en avoir aussi. Donc, certains fibromes vont poursuivre certaines femmes jusqu'à la ménopause, mais en général, après la ménopause, on peut un tout petit peu baisser, on peut baisser la garde. Voilà. Mais avant ça, je dirais, comme Aïssatou, écoutez votre corps, quoi. Et soyez vigilante. Après la ménopause, on est exposé à des problèmes de prolapsus, de fuite urinaire, d'incontinence. Autre chose. La santé des femmes n'a pas d'âge, en fait. La santé des femmes n'a pas d'âge pour en main. Et les perturbateurs endocriniens, on revient toujours sur faites attention à ce qu'on mange, à ce qu'on met sur la peau aussi. Il y a une étude qui a été réalisée en Guyane où une jeune fille de 9 ans avait des fibromes utérins. Donc, de plus en plus, on s'aperçoit peut-être. Est-ce que c'est parce que c'était un diagnostic qui a été fait à ce moment-là, mais on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et ce pas normal, il faut justement d'un point de vue sociétal et aussi commencer à pousser sur la recherche. Que ce soit à Cotonou ou à Dakar ou à Paris ou ailleurs, la femme est exposée à la même réalité en fait. Alors, avant de terminer, je vais prendre une dernière question de Zaïd. Comment se prévenir des fibromes? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense qu'Aïssatou répondrait mieux à la question. En fait, parce qu'elle a une approche beaucoup plus globale, mais j'apprends vite. Non, ce que je dirais pour prévenir déjà avant que les fibromes n'arrivent, je vais dire c'est qu'il faut essayer d'avoir une vie la plus saine possible, c'est-à-dire avoir une alimentation équilibrée et propre, éviter les perturbateurs endocriniens, ces facteurs environnementaux là, avoir une activité physique qui participe aussi à l'homéostasie de l'organisme, apprendre à avoir de la pensée positive. Hein. Elle disait tout à l'heure, yoga, méditation, mindfulness et toutes ces choses-là. Ça joue des rôles. Tant qu'on est équilibré, l'organisme en général s'autogère. C'est ce qu'il faut retenir. En fait. Tant qu'on essaye d'avoir une vie correcte, l'organisme s'autorégule. Et maintenant, je vais dire peut-être en prévention secondaire, comme on a dit tout à l'heure, être au courant que les fibromes, ça existe. Si on a des pesanteurs pelviennes, avoir des réflexes de consulter. Avoir des réflexes de consulter. Par rapport aux facteurs familiaux, si on a des personnes de notre famille qui ont des fibromes, il y en a plus de 2 ou 3, soyons encore un peu plus vigilants. Je pense que pour ce qu'on peut faire, c'est ça. Et après, si on en a déjà, ne pas hésiter pour les traitements, essayer de faire un peu plus confiance aux médecins, ne pas, comment on va dire ça, éviter de différer à outrance ou de procrastiner pour la prise en charge. Parce que plus on attend, plus c'est délicat en fait et risqué d'intervenir souvent. Voilà, c'est ce que je dirais. Merci, Zaïd. Alors, quelqu'un qui demande, c'est quoi homéostasie? Ok. Homéostasie, je peux dire que c'est simplement l'équilibre, en fait. On va dire que l'équilibre de toutes les structures de l'organisme et je peux dire ça simplement comme ça. Oui. C'est un peu l'équilibre de l'organisme en lui-même, en fait. Merci. Aïssatou, alors, conseil aux femmes, alors, notamment ceux qui souffrent de fibromes utérins.
Non, j'aime beaucoup l'orientation de la discussion aussi. On revient sur cette notion de santé globale. C'est important. C'est important de s'écouter, c'est important de mettre en place au quotidien des actions parce que, comme disait le médecin, le fibrome, c'est pas une fatalité. Et en plus, vous allez gagner en termes de qualité de vie. Demain, on peut être à risque d'avoir de l'endométriose, d'avoir du diabète. Donc, avoir cette vision globale de la santé, c'est le plus important, fibrome ou pas fibrome d'ailleurs, hein. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce que on a tendance à se focaliser sur un organe, mais il faut prendre ça dans son ensemble. Et à partir de là, les collaborations aussi vont être intéressantes à faire parce que on parle d'une seule voix, tout simplement. Très bien. Merci, merci Aïssatou, merci Zaïd, merci pour votre disponibilité. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui ont participé à ce live. Je vais vous laisser pour vos mots de fin et puis après, voilà, on va fermer la session. Zaïd? Ok, moi je vais terminer, je vais vous prendre encore 1 ou 2 minutes. Je vais terminer par une belle histoire. Très bien. C'est l'histoire d'une de mes patientes, je pense que ça doit faire 1 an et demi, ou en tout cas un peu moins de 2 ans. Une patiente que j'ai reçue qui avait des fibromes et qui voulait se faire opérer, mais qui avait peur de se faire opérer, qui avait déjà vu 3 ou 4 gynécos ici à Cotonou, qui était prête à aller au Canada ou en Europe pour se faire opérer parce qu'on lui a dit avec cet utérus-là, c'est pas sûr. Elle a moins de la trentaine, hein. Donc c'est quelqu'un qui avait un utérus qui arrivait jusqu'à la poitrine. Et je pense que j'avais filmé, j'ai fait une petite vidéo sur cette myomectomie-là qu'on a faite. On lui allait avoir enlevé à peu près une trentaine de fibromes et des gros fibromes. Ça nous a pris 6 heures de temps au bloc opératoire pour pouvoir essayer de sauver l'utérus. Finalement, par la grâce de Dieu, on a pu faire la myomectomie. Et quand je suis reparti faire l'hystéroscopie justement pour vérifier que je n'avais pas laissé de synéchie, il y avait quelques synéchies qu'on a mises en place, mais à ma grande surprise, il y avait encore 1 ou 2 fibromes intracavitaires qu'on n'avait pas vu à l'échographie justement parce qu'il y en avait trop. Donc, les fibromes absorbaient les ondes, on ne voyait pas correctement l'intérieur de la cavité utérine. Donc, il a fallu faire une 3e intervention par hystéroscopie, par hystéroscopie opératoire pour aller reséquer les autres fibromes. Et je lui avais dit, vu qu'on a tailladé l'utérus de partout, on va attendre au moins 1 an. Parce qu'après, fiancé, il y avait un désir de maternité. Donc, 1 an après, elle me dit, bon, je déménage, je vais justement de Cotonou au Canada. Et je lui dis, il n'y a pas de souci. Donc, ton compte à rebours va commencer. Tu peux commencer à essayer. Et 3 mois après, elle est tombée enceinte. Aujourd'hui, elle attend son bébé. Je pense qu'elle va l'avoir dans quelques mois, Inch'Allah. Donc, il y a des gens qui ont des fibromes. Ce n'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Et la personne dont je vous parle, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, elle est enceinte. Elle va avoir son bébé bientôt, Inch'Allah. Alors que si vous allez sur ma page pour regarder cette vidéo-là, c'était une dinguerie, en fait. Voilà. Donc, ce n'est pas une fatalité. Prenez-vous en charge, mais en dehors des interventions, pensez à votre bien-être. Voilà. Très important. Très important. Moi, je vais mettre ma casquette de présidente en me disant je rêverais du jour qu'il y ait une association à Cotonou ou au Sénégal, une association de patientes, parce que tout n'est pas encore dans le pouvoir, dans les mains du médecin ou du gynécologue. Je pense qu'entre femmes aussi, on peut beaucoup s'entraider en termes de justement tout ce qui touche à l'aspect social, émotionnel, affectif. Ça, c'est important. Donc, l'idée est lancée, hein, que ça soit au Sénégal ou au Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso. C'est important, les associations de patientes. Et j'invite en tout cas toutes ceux et celles qui souhaiteraient justement commencer à avoir une vision par rapport à ça, de me contacter et on ne sait jamais de quoi demain est fait pour améliorer l'accessibilité. Et cette accessibilité, si demain justement on veut avoir des ultrasons, que ça soit en Afrique du Sud ou au Sénégal, on ne sera pas obligé de faire des kilomètres pour y avoir accès à ça. Donc ça, c'est important parce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir là-dessus. Et ce n'est que le début. Donc, les ultras sont focalisés à Cotonou. Ouais, ça. Mais c'est possible, hein, tout est possible. Ça prend un leadership, ça prend une volonté et ça prend des gros moyens. La vie est lancée au fibromène. C'est ça. C'est ça. Très bien.
Allez, merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Oui, très, très. Merci à toi aussi, Gafa, de nous avoir invités, d'avoir partagé ce moment avec nous. Allez. En- Vous pouvez retrouver le live en replay sur ma page. Et voilà, abonnez-vous aux pages de Dr Zaïd, que je vais épingler, et Vivre sans fibrome, la Fondation Vivre sans fibrome. Voilà, donc à bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. Oh, merci. Ciao, Jeff. Jeff.